Voici une carte du réseau ferroviaire de Sydney et voici une carte du réseau ferroviaire de Melbourne. Ensemble, ils constituent les moyens de transport les plus populaires dans les deux plus grandes villes des Antipodes. Avec respectivement 750 000 et 500 000 usagers quotidiens, les transports en commun en Australie, dans l'ensemble, sont un peu étranges. C'est clairement meilleur qu'aux États-Unis, mais bien moins bon que dans la plupart des pays d'Europe et d'Asie, donc ça se situe vraiment au milieu. Fait intéressant, si vous demandez à un Américain pourquoi un bon système de transport en commun ne marcherait pas aux États-Unis, beaucoup invoqueront la taille du pays et sa faible densité de population. Et pourtant, l'Australie est comme ça, mais encore plus. Et elle s'en sort pourtant bien mieux. Avec une population d'environ 28 millions d'habitants et une superficie de 7,7 millions de kilomètres carrés, le pays fait 80% de la taille des États-Unis, avec seulement 8% de leur population. Donc pour comprendre comment l'Australie a réussi à se situer entre les États-Unis et l'Europe, nous devons comprendre comment l'ensemble des transports publics australiens fonctionne en harmonie. Et la façon la plus simple de le faire est de tout diviser par la capitale de chaque État, en commençant par Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, la plus peuplée. Si l'on regarde à nouveau une carte des transports publics de Sydney, c'est le réseau ferroviaire qui transporte le plus de monde, étant donné que leur métro est encore très petit, puisqu'il n'a été inauguré qu'en 2019 en tant que premier métro de toute l'Australie. Mais c'est là tout l'intérêt. Les trains de Sydney font, en quelque sorte, office de métro également, puisqu'ils sont utilisés pour les déplacements intra-urbains, un peu comme le London Overground ou le S-Bahn en Allemagne. Il y a 169 stations et 919 km de voies réparties sur 9 lignes qui servent principalement à relier les banlieues au quartier d'affaires de Sydney, le CBD, puis à en repartir. Ils transportent 270 millions de passagers par an. Dans l'ensemble, c'est plutôt efficace. Aux heures de pointe, les trains passent toutes les 5 à 10 minutes et en journée, généralement, toutes les 15 minutes. Ce n'est pas très rapide, mais ce n'est pas non plus leur principal système ferroviaire rapide. Ça vient après. La plupart des trains de Sydney passent par les deux gares les plus fréquentées d'Australie, dont Town Hall, située au cœur du quartier des affaires de Sydney, et la gare centrale, située à seulement quelques kilomètres de là, qui est la principale gare pour toutes les correspondances ferroviaires, comme le métro ou le tramway. La beauté de Sydney et de l'Australie réside dans leur quartier d'affaires. Laissez-moi expliquer. Les villes australiennes centralisent davantage l'emploi dans leur quartier d'affaires que la plupart des villes américaines, d'où des transports en commun axés sur ces zones. En raison de phénomènes comme la fuite des Blancs, les États-Unis ont créé de vastes parcs de bureaux en banlieue, éloignant les emplois du centre-ville. La population et l'économie de l'Australie n'étaient alors pas suffisantes pour justifier de grands projets routiers à travers le pays. À Sydney, la forte densité des quartiers d'affaires a permis de développer un excellent réseau de transport en commun. Une fois arrivé à Sydney en train depuis la banlieue, le métro et le tramway prennent le relais. Voici la carte du métro. C'est littéralement une seule ligne pour l'instant, la ligne North-West et Bankstown. Mais elle fait 52 km de long, ce qui en fait la troisième plus longue ligne de métro automatique sans conducteur au monde, derrière la ligne rouge du métro de Dubaï et la ligne Putrajaya en Malaisie. Pour certains, c'est presque une extension du réseau ferroviaire de Sydney, mais je préfère l'aborder différemment. Le métro est en fait le seul service ferroviaire pour des quartiers comme le Hill District. Dans les quartiers déjà pourvus de gares, il sert de service express, plus rapide que les trains de Sydney, avec un passage toutes les 4 minutes en heure de pointe et toutes les 10 minutes sinon. Mais un autre objectif clé est de libérer de la capacité sur le réseau actuel des trains de Sydney. Les lignes vers le centre-ville, telles que la North Shore and Western Line ou la Northern Line, atteignent souvent leur capacité maximale, surtout aux points d'étranglement comme le pont de Sydney et les tunnels du City Circle. Elles accueillent environ 65 millions de passagers par an en 2025, ce qui peut sembler étonnamment faible pour certains. Mais encore une fois, ce n'est qu'une ligne, et cela changera bientôt car de nombreux projets sont en cours. La ligne de l'aéroport de Western Sydney qui reliera St. Mary's à Bradfield en passant par le futur aéroport de Western Sydney, ainsi que l'extension de Sydenham à Bankstown sur la ligne actuelle. Ensuite, nous avons le tramway, avec une fréquentation annuelle de 40 millions de personnes, ce qui équivaut à plus de 110 000 trajets par jour. Il aide essentiellement à réduire le problème de mobilité dans le centre-ville et les transports urbains. Voici une carte du réseau, ou enfin presque tout le réseau.
Ces lignes sont seulement celles qui vont jusqu'au centre-ville, mais il y a aussi la ligne de Parramatta, qui a ouvert à la fin de 2024, remplaçant essentiellement l'ancienne ligne ferroviaire de Carlingford, désormais fermée, qui allait de Clyde à Carlingford. D'ailleurs, on commence à considérer que c'est le deuxième centre-ville de Sydney de toute façon. Dans l'ensemble, le tramway a une configuration assez simple, avec 58 stations et 50 km de voies réparties sur ces 4 lignes. Ce qui est fou, c'est que ce réseau remplace les tramways de Sydney qui ont été fermés en 1961 et qui étaient à une époque le deuxième plus grand réseau de tramways au monde. Mais pourquoi cela s'est produit? C'est une histoire pour un autre jour. Enfin, les bus comblent les lacunes là où rien n'est pris en charge. Ils représentent 42% des transports publics annuels, avec une fréquentation annuelle de 230 millions de personnes, ce qui en fait une partie très importante du réseau de transport public. Le fonctionnement est le suivant. Le réseau de bus de Sydney est divisé en 14 régions et des compagnies privées d'exploitation de bus soumissionnent pour les desservir. Depuis 2005, tous les nouveaux bus ont été achetés par le gouvernement et loués aux exploitants. En conséquence, lorsque des régions ont changé d'opérateur, tous les bus construits après 2005 sont restés dans la région, tandis que les anciens bus ont été conservés par les exploitants sortants. Il y a aujourd'hui une flotte d'environ 4100 véhicules en service. Il existe des services de bus de banlieue comme le Métrobus, il y a les lignes de bus du Parc olympique de Sydney pour amener les gens au stade, des bus scolaires et bien plus encore. Je veux surtout examiner le service de nuit. Comme vous pouvez le deviner d'après le nom, ceux-ci sont pour la nuit. Plus précisément, il existe un réseau de lignes de bus en service entre minuit et 4h30 du matin. Les 16 lignes permettent une fermeture nocturne du réseau ferroviaire suburbain de Sydney Trains et du Sydney Metro. Maintenant, à ce stade, la seule chose dont nous n'avons pas parlé, c'est le coût de tout cela. Les transports en commun doivent être abordables pour rester pertinents. Ce qui est génial, c'est que toutes les formes de transport en commun à Sydney, jusqu'à certains des ferries, utilisent le système de billetterie Opal Card. Tout est centralisé. Tous les modes, sauf les ferries, proposent des tarifs distincts pour les heures de pointe et les heures creuses. Comme vous pouvez le voir, les prix sont établis selon une échelle progressive, passant de chaque tranche de 10 km à 15 km, puis finalement à tout ce qui dépasse 65 km. Alors que pour le bus, c'est simplement 3 km, puis encore 5 km, et tout ce qui dépasse 8 km. Enfin, il y a un plafond hebdomadaire de 50 $, après quoi tout le reste est gratuit. Maintenant, le problème avec cela, c'est que même si cela rend les tarifs avantageux pour les usagers interurbains, qui parcourent de plus longues distances, ce qui signifie qu'ils atteindront le plafond tarifaire plus rapidement et auront des trajets gratuits pendant la majeure partie de la semaine. C'est cher pour les trajets de courte distance, puisque vous payez le même montant si vous parcourez 1 km que quelqu'un qui en fait 10, et vous n'atteindrez peut-être même pas le plafond tarifaire. C'est pour cela que Sydney figure souvent parmi les villes les plus chères au monde pour les transports publics, bien que les chiffres varient. Il est temps de découvrir Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, qui pourrait devenir la première d'ici 10 ans. Contrairement à Sydney, développée de façon organique, Melbourne a été planifiée dès le début. Tout a commencé avec le plan de rue de Robert Hodel en 1837, connu sous le nom de Hodel Grid. Constituant le centre-ville moderne, il a tracé des rues principales exceptionnellement larges et de très grands îlots carrés réguliers. Puis, plus tard, a ajouté de petites rues étroites, d'est en ouest, au milieu de chaque bloc. Les bâtiments étaient accessibles à l'arrière pour le commerce et l'évacuation des déchets. Plutôt que de rétrécir les rues principales, ces ruelles ont été creusées à l'intérieur même des îlots, un compromis pratique qui a fini par créer le dense réseau de ruelles pour lequel Melbourne est célèbre aujourd'hui. Les rues de la ville étant larges et droites, cela a permis de créer l'espace idéal pour les tramways. Comme Sydney, Melbourne a construit un grand réseau de tramways, mais contrairement à Sydney, elle l'a gardé. Pour faire court, un homme nommé Robert Risson, président du Melbourne and Metropolitan Tramways Board, de 1949 à 1970, a vigoureusement défendu les tramways. Au moment de son départ, les partis d'opposition reconnaissaient enfin la justesse de sa décision. C'est pourquoi la carte actuelle des tramways de Melbourne montre un réseau très étendu. En fait, avec 500 tramways, 250 km de voies, 24 lignes et environ 1700 arrêts, c'est le plus grand réseau de tramways urbains en service dans le monde entier. À titre de comparaison, le réseau de tramway de Toronto, souvent cité comme le plus grand d'Amérique du Nord, ne compte que 83 km de voies. Alors que les tramways sont devenus une partie intégrante de la culture urbaine de Melbourne, ils ne sont pas seulement une nouveauté ou une attraction touristique. Ils forment une infrastructure de transport majeure, accueillant plus de 150 millions de passagers par an. Ils relient les trains de banlieue et la marche, surtout près du centre et du quartier des affaires, qui fait partie de la zone de tramway gratuit
avec les Docklands, rendant les tramways gratuits dans cette zone. Les tramways desservent surtout le centre-ville. Pour relier les banlieues au quartier central des affaires, c'est le chemin de fer qui intervient. En regardant une carte des chemins de fer de Melbourne, on constate qu'ils fonctionnent comme le métro, mais servent surtout à relier les banlieues extérieures au centre-ville. Avec 227 stations et 430 km de voies réparties sur ces 16 lignes, c'est le plus grand réseau ferroviaire d'Australie et le deuxième plus fréquenté du pays, avec 182 millions de trajets par an. Mais tout est en surface. Ce n'est qu'assez récemment, en février 2026, que le premier véritable corridor ferroviaire souterrain de Melbourne est devenu entièrement opérationnel. Le tunnel du métro reliant South Kensington à South Yarra avec 5 nouvelles stations souterraines sous la Hoddle Grid. Le tunnel relie les lignes extrêmement fréquentées de Cranbourne et Pakenham à la ligne de Sunbury, créant ainsi un nouveau service à haute fréquence traversant la ville qui fonctionne indépendamment des voies existantes du centre-ville. Fait crucial, ce nouveau corridor contourne la gare de Flinders Street et la boucle du centre-ville, retirant ainsi un groupe de services de l'engorgement ferroviaire central. En résumé, en retirant ces trains de la boucle du centre-ville, cela augmente la fréquence et libère de la capacité sur les voies pour toutes les autres lignes du réseau également. Et enfin, il y a les bus qui desservent plus de 100 millions de personnes chaque année grâce à leur réseau. Bien qu'ils paraissent redondants avec les tramways, ils jouent un rôle important en desservant les banlieues extérieures de Melbourne et en assurant le rabattement vers le réseau de tramways et de trains. Il y a environ 400 lignes en service pour cela, exploitées par des compagnies de bus privés sous franchise du gouvernement de l'État de Victoria. Tous ces services jouent un rôle dans le service du Night Network, qui est sans doute le système de transport nocturne du week-end le plus complet de toutes les villes australiennes. Il a commencé comme un essai de 12 mois en 2016, avant d'être rendu permanent un an plus tard. Il comprend toutes les lignes ferroviaires électriques régulières de Melbourne, 6 lignes de tramway 21, services de bus de nuit et 5 services de cars régionaux. Quant au fonctionnement des paiements, Melbourne dispose d'un système de billetterie entièrement intégré pour tous les modes de transport public dans la zone métropolitaine grâce à la Myki Smart Card. Mais ce n'est toujours pas si simple. Les tarifs sont calculés en fonction de 2 zones, du moins tant qu'on parle strictement de la métropole de Melbourne ici. La zone 1 couvre le centre-ville et les proches banlieues, la zone 2 la grande banlieue. Mais il existe aussi un tarif zone, 1+2, qui couvre simplement toute la zone. Il y a beaucoup de façons différentes de payer, ce qui est appréciable. Il y a une option illimitée de 2 heures, une option journalière, une option hebdomadaire, et l'abonnement annuel est fortement réduit. Voyons maintenant Brisbane, la 3e plus grande ville d'Australie. C'est une ville complexe pour les transports en commun à cause de l'étalement urbain. Il faut augmenter la densité pour que les transports deviennent viables. Observez sa densité par rapport aux autres grandes villes australiennes. Comme Sydney, ils ont aussi démantelé un réseau de tramway incroyablement étendu dans les années 60, qui transportait à une époque 160 millions de passagers par an. Mais pour moi, la chose la plus drôle à propos de leur transport en commun, c'est le Brisbane Metro, qui n'est en réalité pas du tout un métro. Malgré son nom, c'est en fait un système de bus à haut débit et à haute fréquence de type transport en commun rapide. Et pour être clair, ce n'est pas le genre de système de bus qui circule sur les routes principales que l'on voit tous en conduisant, mais un système entièrement en site propre, composé uniquement de routes réservées aux bus. Il y a une flotte de seulement 50 bus électriques, biarticulés ou, comme je préfère dire, des bus à double articulation qui peuvent transporter 150 passagers à la fois. Ils circulent sur seulement 2 lignes couvrant 21 km de voies, avec 18 stations tout au long du trajet. Ce qui est intéressant, c'est que, bien qu'on parle du Brisbane Metro comme d'un service de bus performant, il n'est même pas le principal réseau de bus à Brisbane. Et il y en a un encore plus vaste, le réseau de bus Translink. Oui, c'est essentiellement une ville de bus. Ce réseau est beaucoup plus étendu, comprenant plus de 400 lignes et 10 000 arrêts, transportant plus de 70 millions de passagers chaque année. Là où il diffère du Brisbane Metro, c'est à ce niveau. Le réseau de bus Translink offre, ou du moins tente d'offrir, une couverture complète à travers Brisbane jusque dans les banlieues, comme une toile d'araignée, tandis que le métro de Brisbane se concentre uniquement sur les lignes le long des grands axes avec une fréquence plus élevée. C'est comme la différence entre les trains et le métro de Sydney, mais ici ce sont des bus. Le réseau Translink propose des services en centre-ville, comme ici. Les bus Cityloop offrent des trajets gratuits autour du quartier d'affaires. Il y a tout de même un réseau ferroviaire à Brisbane, appelé Queensland Rail. Voici une carte du réseau qui s'étend jusqu'au la Gold Coast et la Sunshine Coast
entièrement intégrés au réseau. Il y a 12 lignes et 152 stations avec une fréquentation annuelle de 43 millions de passagers, ce qui est faible pour un réseau ferroviaire. Il vise surtout les trajets longs des banlieues ou villes satellites vers le centre-ville. Les trains vous amènent en ville, le bus dans le centre et le bus métro assure un transport fréquent au centre-ville. Les paiements sont également centralisés, avec tous les moyens de transport public pouvant être payés avec une carte JO. Les tarifs sont également extrêmement simples, car le système de zone a été supprimé au profit d'un tarif unique de 50 centimes par trajet après une période d'essai en 2024. Donc c'est extrêmement bon marché, c'est le moins qu'on puisse dire. La prochaine ville à examiner est Perth, car nous suivons l'ordre décroissant de population dans cette vidéo. Mais ne vous laissez pas tromper, car les transports en commun de Perth sont en fait assez corrects, surtout compte tenu de l'étendue de la ville. Tout est assuré par Transperth, géré par la Public Transport Authority, une organisation gouvernementale de l'État. Le réseau ferroviaire de Transperth se compose de ces 8 lignes, avec 86 stations et 244 km de voies. Fait unique, une grande partie du réseau circule sur le terre-plein central des autoroutes, ce qui me semble intéressant. Les autoroutes sont généralement longues et assez droites, ce qui est parfait pour la circulation des trains, et cela centralise la pollution sonore dans un seul corridor où il y a déjà du bruit. L'inconvénient était que les stations ne sont pas accessibles depuis les zones résidentielles. Avec 62 millions de passagers par an, c'est le 3e réseau ferroviaire suburbain le plus fréquenté, bien qu'il soit dans la 4e plus grande ville d'Australie, ce qui montre son efficacité. Le réseau de bus, quant à lui, compte 55 stations dont 42 sont des points d'échange entre bus et trains. Ces points d'échange servent de collecteurs, attirant des passagers des deux côtés de l'autoroute et reliant des quartiers autrement isolés de la ligne ferroviaire. Ils fonctionnent toutes les 10 à 26 minutes aux heures de pointe et toutes les 30 à 60 minutes en dehors des heures de pointe en semaine, grâce à leur flotte de plus de 1500 bus, et ils enregistrent une fréquentation annuelle de 82 millions de passagers. Il existe aussi un système de ferry, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est leur système tarifaire où ils excellent selon moi. Voici une explication. Grâce au système Smart Rider, représentant près de 80% des titres de transport des transports publics de Perth, les étudiants voyagent gratuitement du lundi au vendredi et tous bénéficient de la gratuité le dimanche. Le centre-ville de Perth dispose d'une zone de transport gratuite permettant de voyager sans frais en bus et train à tout moment. Tout cela est incroyable dans le bon sens. Même le tarif journalier sans carte Smart Rider reste peu cher. Le vrai problème du système de Perth est l'absence de ligne radiale. Si on regarde à nouveau la carte de leur métro, s'ils pouvaient compléter le cercle, pour ainsi dire, cela voudrait dire que les passagers n'auraient pas à changer de train au centre-ville, car cela rend beaucoup de trajets extrêmement inefficaces avec le système actuel. Et oui, Perth s'est débarrassé de son réseau de tramway tout comme Sydney et Brisbane, mais ils l'ont fait encore plus tôt, en 1958. Enfin, il y a Adélaïde, et je dis enfin parce que honnêtement, Hobart est tout simplement trop petite par rapport aux autres capitales. De toute façon, il n'y a pratiquement que des bus là-bas. Mais pour continuer Adélaïde, eh bien c'est presque uniquement des bus aussi. Il existe l'Adélaïde Métro qui n'est pas un métro, mais la marque utilisée par le département des infrastructures et des transports d'Australie méridionale pour gérer le transport public d'Adélaïde. La ville a toujours été en retard sur les autres capitales du continent concernant les transports publics. Selon une étude menée par le Bureau australien des statistiques, Adélaïde a le taux le plus élevé de déplacement domicile-travail en véhicule particulier, soit 84%, et la deuxième plus faible proportion de personnes se rendant au travail à pied, avec 2,9%. En même temps, pour ceux qui l'utilisent, le temps moyen passé à faire la navette entre le domicile et le travail est de 65 minutes. Et le temps d'attente moyen est de 11 minutes. Et enfin, jusqu'en 2014, Adélaïde était la dernière capitale du continent à posséder un réseau ferroviaire non électrifié. Mais Adélaïde a encore quelques atouts, et honnêtement, c'est toujours mieux que la plupart des villes américaines. Leur réseau ferroviaire de banlieue comprend 7 lignes et 89 stations principalement pour acheminer les habitants vers le centre-ville. Cependant, ce sont surtout leurs bus qui se distinguent. C'est le service le plus étendu proposé dans la ville. L'itinéraire le plus utilisé du réseau Adelaide Metro est l'Auban Guided Busway qui va du centre-ville jusqu'à Modbury. C'est la voie de bus guidée la plus rapide au monde et jusqu'en 2011, c'était la plus longue avec une vitesse maximale autorisée de 100 km/h et une longueur de 12 km. C'est la seule voie de bus guidée dans toute l'Australie et il y en a très peu dans le monde entier. Une partie de leur flotte de bus comprend également le bus Tindo, le premier bus au monde alimenté à l'énergie solaire, en service depuis 2707.
C'est l'une des rares lignes de bus qui est entièrement gratuite dans le centre-ville. Mais selon les dossiers de la stratégie des transports d'Australie méridionale, 2025 en 2022, 20% des bus étaient en avance et 10% étaient en retard, ce qui signifie que seulement 70% étaient à l'heure, ce qui n'est vraiment pas idéal, donc c'est un point à améliorer. Enfin, comme toutes les villes australiennes, à l'exception de Melbourne, Adélaïde a démantelé son vaste réseau de tramways. Mais il y a une ligne qui a survécu aux fermetures, la ligne Glenelg, et elle est également gratuite dans le centre-ville. Au final, je dirais que l'Australie se situe au milieu du spectre mondial des transports publics, non pas par accident, mais par choix. Ces villes sont trop étendues pour avoir des métros à l'européenne partout, mais elles sont suffisamment denses dans leur centre pour permettre de véritables réseaux de trains, de tramways et de bus, à condition qu'ils soient bien intégrés. Le résultat est imparfait et certaines villes ont un fort taux de motorisation. Mais c'est la preuve que la géographie n'est pas une fatalité et qu'un bon transport public dépend moins de la copie de modèles que de la création de systèmes réellement adaptés aux villes qu'ils desservent. Merci d'avoir regardé.